Né à Montréal d'un père haïtien et d'une mère québécoise, mon invité a été agent de la GRC sur une réserve amérindienne du Manitoba. Après quelques années de travail, il quitte le métier de policier pour se lancer dans la réalisation de films. Militant de cœur, il est cinéaste engagé et un documentariste revendicateur. Connu du grand public, surtout pour son rôle de porte-parole du groupe Montréal-Nord République. Mon invité, Will Prosper. Merci de nous recevoir sur un lieu dans lequel que vous travaillez. Où sommes-nous en ce moment? Présentement, on est au Centre communautaire La Jeunesse. Et pour moi, ça représente non seulement mon enfance, parce que dans mon enfance, j'ai participé à plusieurs centres communautaires aussi. En fait, en tant que jeune, et il y a différents intervenants qui ont eu un impact dans ma vie. Et c'est un peu pourquoi que je travaille aussi dans différents centres communautaires jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, ça marque énormément les différents lieux que j'ai visités dans ma jeunesse, puis dans ma vie actuelle présentement aussi. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler, à faire carrière, disons, comme policier? Ben, les raisons pourquoi je suis devenu policier, en fait, c'est même pas des raisons personnelles. Moi, j'étais à l'université, je voulais rentrer en cinématographie à l'université Concordia, mais c'est un milieu qui était contingenté. Donc, je suis rentré en philosophie et j'ai un ami qui m'a dit « Hey Will, je vais essayer de passer l'examen de la GRC, pourquoi tu viendrais pas avec moi? » Alors, je suis allé faire les examens de la GRC et moi, j'ai passé toutes les étapes. Lui, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est comme ça que je suis parvenu à être policier et gendarme dans la GRC à ce moment-là. Vous avez travaillé pour la GRC sur une réserve amérindienne du Manitoba. Quelles étaient les conditions de vie des Autochtones? Pour moi, je sortais de Montréal. Faut comprendre ça. Puis je sors de Montréal. J'ai toujours habité, je suis comme un citadin, on pourrait dire, de Montréal-Nord et ainsi de suite. Et je me rends dans un territoire qui est près de Churchill, au nord du Manitoba, où est-ce que pour y aller, il faut traverser plusieurs traversiers. Et en hiver, c'est seulement par avion qu'on peut y aller. Donc, c'était un choc pour moi déjà de me rendre dans une région aussi éloignée que ça. Et par la suite, quand je voyais les conditions de vie, moi, quand j'y suis arrivé, ça faisait 1 an que les gens qui habitaient, les Cris, qui habitaient sur ce territoire-là des Premières Nations, qui avaient l'eau courante pour avoir des toilettes à l'intérieur des maisons. Donc, auparavant, même en hiver, quand il faisait moins 35, moins 40, c'était des water closets à l'extérieur. Donc, j'arrivais pas à comprendre comment ça se fait qu'au Canada, dans un lieu où est-ce qu'on a accès à tellement de choses, que je me ramasse sur un territoire et qu'il y a tellement une grande différence entre une population qui habite ce pays-là aussi. Donc, pour moi, c'est ce qui m'a marqué énormément. Pour ce qui est de la population, c'était fabuleux pour moi parce que je pouvais connecter avec ces gens-là parce que j'avais toujours un penchant pour les Premières Nations. Donc, on avait de la facilité à communiquer ensemble. Et le fait que j'étais noir aussi, ça facilitait la tâche parce qu'ils pouvaient comprendre que j'avais été aussi victime de certaines discriminations, ainsi de suite. Donc, on avait une connexion grâce à ça. Et j'avais toujours mon penchant communautaire. Donc, moi, je coachais le basketball, je coachais le hockey, puis j'étais un coach dans un gym aussi. Donc, moi, quand j'intervenais auprès des jeunes, les jeunes faisaient « Oh, c'est pas un policier qui vient me voir, c'est mon coach. » Donc, l'approche est complètement différente. Donc, j'ai encore des contacts avec plusieurs gens de ce milieu-là, donc c'est quelque chose qui m'a marqué positivement de travailler sur un territoire des Premières Nations. D'une façon particulière, qu'est-ce qui vous a marqué de cette expérience-là? Ce qui m'a marqué le plus, c'est souvent, on entend toujours des préjugés par rapport aux Autochtones. On dit toujours c'est des gens qui sont des alcooliques et ainsi de suite. Et moi, ce que j'ai vécu là-bas, je te dirais que c'est un peu comparatif à ce que je vois dans la population ici, dans certains quartiers de Montréalais. Les gens qui ont des problèmes d'alcoolisme, ils ont pas d'organisme qu'ils peuvent aller voir. Donc, c'est souvent les mêmes personnes qu'on traite toujours avec. Donc, je te dirais c'est environ 5 à 10% de la population qu'on avait toujours les mêmes personnes qu'on allait chercher qui avaient des problèmes d'alcoolisme. Je me rappelle, il y avait un type, on aurait pu pratiquement écrire son nom en haut de la cellule en prison parce qu'à chaque soir, on allait chercher. Et cette personne-là, il pouvait se saouler avec de l'aquavelve et ainsi de suite. Donc, il y avait un grave problème d'alcoolisme, mais il n'y avait pas de ressources pour l'épauler, pour l'aider. Donc, si au moins on avait des ressources pour pouvoir aider certaines personnes, je pense qu'ils se retrouveraient pas dans certaines problématiques.
Et souvent, ces perceptions-là, quand on marche sur un territoire, quand on marche dans leurs souliers, on finit par comprendre leur réalité parce que ils n'ont pas d'accès à certains cinémas, ils n'ont pas accès à certains centres pour jeunes, ils n'ont pas accès à plusieurs choses que nous, on prend pour acquis ici. Donc, tous ces différents endroits-là qu'on pourrait avoir dans cette communauté-là pourraient faire toute une différence pour l'ensemble de la communauté. Mais il y a beaucoup de côtés positifs aussi parce que j'ai eu des belles relations avec un paquet de personnes, avec des jeunes et ainsi de suite, pour lesquels je garde encore des contacts que je chéris jusqu'à aujourd'hui. Plus jeune, quels étaient vos intérêts? J'ai toujours participé à plusieurs activités, je pourrais dire, de cadre sportif. Donc, j'étais quand même quelqu'un qui s'impliquait énormément à ce niveau-là. J'étais toujours conscientisé par l'impact que les documentaires avaient sur moi. Je me rappelle, quand j'étais au primaire, j'avais vu un documentaire sur les Premières Nations de l'ONF et ça m'avait marqué jusqu'à ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve que les messages qui sont transmis dans les documentaires, ça te permet de rentrer dans un univers. Et ça, j'aimais ça, étant plus jeune. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette carrière-là, parce que j'avais déjà cette passion-là à l'intérieur de moi. Vous avez été candidat pour Québec solidaire aux élections générales de 2012. Voulez-vous toujours faire carrière en politique, que ce soit peut-être au niveau municipal ou autre? Mais moi, je le vois, je suis encore un politicien, encore aujourd'hui, dans mes actions militantes. Donc, lorsque je mène certaines actions militantes, c'est un peu de la politique, on pourrait dire aussi. Et je réalise aussi l'impact que la politique a sur la vie de tous les jours. Et c'est ça que j'explique la plupart du temps aux jeunes. C'est tout ce qui se passe dans ton quartier est lié avec des décisions politiques. Donc, c'est pour ça que la politique, même s'il y a certaines parties que j'aime pas, comme le mode de scrutin présentement, le fait qu'on est représenté au provincial par seulement 125 députés, et ainsi de suite, moi, je trouve qu'il y a une grave problématique et ces gens-là nous représentent pas forcément aussi. Ils prennent nos votes pour acquis. Si je prends la situation de Montréal-Nord, c'est encore plus vrai. C'est rendu la circonscription la plus pauvre dans l'ensemble du Canada au fédéral. Et est-ce qu'on fait est-ce que les policiers essayent de mettre des choses en place pour pallier à cette situation-là? Moi, je trouve que c'est grave. Et je pense que la politique, je vais toujours être attaché à ça d'une manière ou d'une autre. Et je vais probablement m'y impliquer à ma manière, que ce soit en tant que militant, que ce soit en tant que député, que ce soit au municipal et ainsi de suite. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est près de moi. Et de toute façon, la plupart du temps, lorsque je fais des actions militantes, j'envoie mon message et je le dirige envers les politiciens. Ça fait en sorte qu'il y en a qui m'aiment pas, mais c'est pas grave. Moi, le plus important, c'est qu'il y a des situations qui puissent s'améliorer dans notre communauté. Est-ce que vous croyez que votre implication politique active, bien entendu, peut aider à changer la vie ou certaines choses, puisque vous parlez du système qui est déjà, il y a certains côtés qui comptent déjà, c'est comme si pour acquis, pour certaines structures politiques, mais est-ce que vous croyez, vos implications actives au niveau politique peut changer certaines choses ou peut changer? Mais ça l'a déjà fait, comme je vous dis, par rapport au cas de Freddy Villanueva, on a demandé une enquête du coroner, quelque chose qui s'était jamais vu depuis 20 ans. Donc, depuis la dernière enquête qu'il y avait eu par, je me rappelle pas si c'est la commission Bellemare ou autre chose, mais ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas eu ce type d'enquête-là. Donc, on a réussi à changer ça. On avait demandé aussi la démission du maire de Montréal-Nord, ce qu'on a réussi à avoir. On demande aussi d'avoir un mémorial à la mémoire de Freddy Villanueva, parce que pour nous, c'est un être cher, c'est un être qui aurait pas dû mourir. Puis je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Puis on n'a pas besoin de choisir un camp ou un autre. Nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est la préservation de la vie, puis on veut pas que ça arrive à un autre jeune. Et malheureusement, c'est arrivé à d'autres personnes. Donc je pense que l'implication militante, lorsque je parle aussi de discrimination raciale, parce que je parle pas seulement de profilage racial et ainsi de suite, on parle de discrimination raciale, et je suis impliqué aussi pour un média, donc j'écris des articles, donc il y a beaucoup de choses que je fais des conférences et ainsi de suite, et je le vois que ça touche les personnes avec lesquelles les personnes que j'interpelle et ainsi de suite, et ces gens-là, ça ouvre leurs yeux sur un autre univers qui est complètement différent. Et ils veulent par la suite s'impliquer dans certaines choses. Donc, que ça soit au niveau communautaire, que ça soit au niveau militant, et ainsi de suite. Ben, ces gens-là vont chercher à s'impliquer. Et je pense que si on arrive à s'impliquer le plus possible dans notre communauté, je pense que c'est là qu'on peut vraiment faire une différence. Le grand public vous a connu à cause de votre rôle de porte-parole à Montréal-Nord, dans Montréal-Nord République. Quelle est la mission de cet organisme? Notre mission, c'est de sensibiliser la population sur les différents enjeux qui sont liés avec les politiques. Donc, nous, c'est un regroupement de citoyens. Puis, on s'organise à faire des conférences, des sessions documentaires aussi, parce que je suis documentariste, donc on faisait des sessions documentaires pour informer les gens. Et on a un impact médiatique aussi. Comme on peut le voir avec Montréal-Nord, dernièrement, il y avait la situation de la murale
où est-ce qu'on faisait une murale directement dans un lieu où est-ce qu'un jeune avait été abattu par la police, mais on n'en faisait pas mention. Et pour nous, c'était important de prendre cet événement-là pour en parler à la population, parce que souvent, qu'est-ce que certaines personnes essayent de faire, c'est de prendre certains cas et de les balayer en dessous du tapis, alors que moi, je crois que c'est complètement différent. Il faut qu'on ouvre un dialogue. Si on ouvre un dialogue avec la population, on va pouvoir s'attarder à des situations qui sont problématiques à notre population. Et c'est un peu le rôle de Montréal-Nord République, c'est de parler des choses qu'on ne veut pas parler malheureusement, mais qui sont tout à fait nécessaires d'être dites pour améliorer le bien de toute la communauté. Quelle transformation que vous avez peut-être vécue ou voire observée à Montréal-Nord durant depuis 2008 ou durant les dernières années? Il y a eu des changements, je vais pas vous mentir. Il y a des choses qui ont changé à Montréal-Nord, surtout des aspects cosmétiques, je pourrais vous dire. On a eu des nouveaux parcs, il y a eu beaucoup d'argent qui ont été injectés à Montréal-Nord pour différents organismes communautaires aussi, dans la réflexion de certaines rues et ainsi de suite. Mais on s'est jamais vraiment attardé à la situation socio-économique de Montréal-Nord. Et moi, c'est ce que je blâme la plupart du temps, c'est qu'on parle de certaines problématiques, on fait des changements, on va créer des condos, on va avoir des rues qui sont beaucoup plus belles et ainsi de suite, mais on s'attarde pas aux familles monoparentales. On parle pas de décrochage scolaire. On parle pas de l'exclusion. Donc, toutes ces problématiques-là sont encore présentes à Montréal-Nord, tellement présentes que c'est la circonscription la plus pauvre au fédéral. Donc, pourquoi on n'aurait pas cette situation-là? Parce qu'il faut qu'on se le dise aussi, c'est que Montréal-Nord, c'est pas un quartier défavorisé. C'est un quartier qu'on défavorise. C'est un choix qu'on fait en tant que communauté de défavoriser cette communauté-là. Donc, c'est pas un choix des gens de Montréal-Nord, c'est un choix de l'ensemble du Québec. Quand on va vraiment vouloir régler cette situation-là, bien, on va faire en sorte qu'il y ait des jeunes qui grandissent à Montréal-Nord, qui vont avoir la chance d'avoir un meilleur avenir, comme ceux qui grandissent dans le quartier Outremont. Donc, pour moi, un jeune qui grandit dans Outremont devrait avoir les mêmes opportunités qu'un jeune qui grandit à Montréal-Nord. Et quand j'étais plus jeune à Montréal-Nord, je réalisais pas justement comment notre quartier était défavorisé comparativement à d'autres quartiers. Et quand je me rendais dans d'autres quartiers, je me disais, mais eux, ils ont ça. C'est propre ici, il y a ci, il y a ça. Tandis que nous, on n'a pas toutes ces différentes choses à Montréal-Nord. Mais ça fait aussi une autre chose, c'est qu'on est beaucoup plus créatif grâce à ça, parce qu'on crée avec peu. Donc, il y a certaines richesses et je trouve que les gens à Montréal-Nord, ils ont une résilience, ils ont une force, ils ont une créativité. Puis pour moi, c'est une fierté d'être issu de ce quartier-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui partagent ce point de vue-là. Comment vous identifiez-vous aujourd'hui comme militant, documentariste, activiste, politicien, intervenant social? Documentariste certainement, militant aussi, intervenant social définitivement. Politicien beaucoup moins, je vous dirais. Je pense que par la bande, je fais de la politique. Peut-être j'en fais sans le savoir et je les interpelle énormément. Mais pour moi, c'est vraiment à travers mon cinéma que je vais avoir un impact. Puis c'est un impact de militant aussi que j'essaie de poser à travers les différents films que je mets de l'avant. Donc, je me vois un peu de tout ça. Je suis un mélange de tout ça. Je suis vraiment un format hybride. Puis, en fait, tu sais, tout ce que je veux, c'est améliorer notre communauté au grand complet. Donc, je sais pas comment qu'on pourrait me définir, mais peut-être c'est à vous de me le dire. Vous êtes aussi père de 2 enfants. Par rapport à tout ce mélange-là que vous venez, c'est-à-dire d'expliquer un peu qui vous êtes et comment vous vous êtes engagé. Mais comment conciliez-vous ça, le travail, famille, être père et en même temps? Je vais vous avouer que c'est vraiment pas évident. Puis d'avoir eu des enfants, ça a changé aussi mon implication en tant que militant ou ma manière d'agir en tant que militant. Parce que souvent, quand on n'a pas d'enfants, on réalise pas certaines choses. Ou peut-être on peut être plus vu comme, je veux pas dire extrême parce que c'est pas le bon terme, mais on peut être plus hardcore en tant que militant. Et tandis que quand on a des enfants, ça change complètement cette perspective-là, surtout quand on s'occupe de ses enfants. Et puis pour moi, c'est quelque chose qui est absolument important. Donc le militant, le mot temps ne devrait pas être T-A-N-T, mais T-E-M-P-S, parce que ça implique énormément de temps. Et quand on a des enfants, heureusement, on s'occupe de nos enfants. Donc, mais on diminue ce temps-là qu'on a en tant que militant. Donc, j'ai la chance aussi, avec ma conjointe, de pouvoir participer à certaines choses parce qu'elle m'aide de ce niveau-là. Donc, une chance qu'elle est là pour moi, parce que si c'était pas de elle, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais pas faire. Et vice-versa aussi, parce que moi aussi, lorsqu'il vient le temps d'avoir des journées de congé, ainsi de suite, mais elle peut continuer à travailler dans son milieu de travail et moi, je peux m'occuper des enfants pendant ce temps-là aussi. Donc, est-ce que votre intégration socio-professionnelle dans cette société que vous défendez tant de gens a été facile? Non, c'est pas facile pour te dire franchement parce que
les points que je défends qui sont liés avec la discrimination, c'est souvent quelque chose dans la société québécoise qu'on veut pas voir. On vit souvent dans un déni total des discriminations que certaines personnes subissent. Et moi, c'est ce que je mets de l'avant. Si on parle de racisme ici au Québec, c'est quelque chose qui est difficile de mentionner parce que oui, on est tous... Moi, je peux te sortir des statistiques qui parlent de racisme dans tous les différents milieux, pas seulement au milieu médiatique, mais aussi au niveau de l'emploi. Je peux dire qu'à Hydro-Québec, présentement, il y a 310, 320 employés qui sont issus des minorités racisées sur 20 000 employés. Est-ce que c'est normal d'avoir une société d'État québécoise qui a si peu de minorités racisées au sein de leur institution? Non, c'est pas normal. Donc moi, quand je mets ça de l'avant, je dis qu'il y a une problématique ici au Québec. Et on s'y attarde pas. Quand on regarde ce qui s'est produit avec les accommodements raisonnables, c'est 2-3 incidents qui touchaient personne économiquement, qui touchaient personne au niveau des arrestations ou d'être emprisonné, ainsi de suite, et qui bloquaient pas un avenir pour qui que ce soit. Certes, c'est des choses qu'il fallait qu'on parle, mais quand on parle de discrimination, on parle de gens qui sont exclus, qui ont des taux de chômage plus élevés, qui vont être emprisonnés juste à cause de leur couleur, des gens qui sont victimes de la couleur de leur peau parce qu'on leur fait subir de la discrimination. Donc, quand on parle de ça, c'est pas un débat que les gens aiment parler parce que souvent, la réaction qu'on va avoir, c'est comme « Hey, je suis pas raciste ». C'est pas ce que j'essaie de dire. Moi, je sais pas dire que t'es pas raciste. Qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une problématique. Est-ce que tu vas travailler avec nous pour essayer de régler cette problématique-là? Puis le jour qu'on va travailler ensemble, on va pouvoir aider l'ensemble de notre communauté. Et souvent, c'est la mauvaise réaction que certaines personnes vont avoir. Donc, il faut changer aussi cette manière-là de voir les choses. Quelles sont vos ambitions? Mes ambitions? Si on parle de mes ambitions futures, moi, j'ai eu la chance, puis ça je le mentionne souvent, j'ai eu la chance plus jeune d'avoir des intervenants qui m'ont parlé, qui m'ont aidé à faire en sorte que j'évolue en tant que citoyen. Et j'essaie de faire un peu la même chose. Parce que si on arrive à avoir certains acquis, un bagage, des connaissances, on devient des professionnels dans le milieu, si ça bénéficie seulement à une seule personne, notre personne, pour moi, c'est un échec. Si on arrive à faire bénéficier l'ensemble de notre communauté ou bien d'autres personnes, ou que ça soit une seule autre personne, ben au moins on arrive à faire grandir plusieurs autres personnes à travers tout ça. Donc moi, mon but vraiment, c'est d'essayer de partager ce que j'ai réussi à avoir et j'apprends des autres aussi, mais c'est essayer de faire en sorte qu'on puisse s'élever ensemble pour avoir une vie ou pour une vie qui va être plus facile pour d'autres personnes. Peu importe les barrières que vous allez faire face, peu importe les différentes problématiques qu'on a dans notre société, c'est d'y aller de l'avant puis de péter les portes.